Contribuer au bon déroulement de cette réunion en tant qu'animateur de ce début de soirée, consacré, comme vous le savez, aux risques et chances de la mondialisation, sur lequel nous reviendrons à travers différents thèmes et sujets. Sans plus tarder, je voudrais vous présenter les invités qui seront présents devant vous à l'occasion de cette réunion dans quelques instants, après vous avoir rappelé que vous aurez l'occasion à un moment donné de cette soirée d'échanger avec eux. Donc n'hésitez pas, au fil des questions que j'aurai l'occasion de poser à nos invités, à noter les vôtres dans un coin de votre esprit pour pouvoir les poser directement à nos invités tout à l'heure. Donc sans plus tarder, je voudrais inviter à me rejoindre sur scène Madame Véronique Mathieu, qui est eurodéputée, que je vous propose d'encourager par quelques applaudissements. Monsieur Frédéric Lefebvre, ancien ministre, député des Français établis hors de France. Monsieur Michel Borins, PDG de la société Millplast. Monsieur Luc Allouin, PDG de la société Securimind, accompagné de son directeur, Monsieur Dominique Pourchet. Monsieur Claude-Henri Reynard, qui est chef de mission à la CCI de Paris-Saclay. Monsieur Reynard, merci. Et enfin, et bien évidemment, je vais lui proposer d'ouvrir officiellement cette réunion, François Vanson, député des Vosges. Voilà, merci Madame, Messieurs pour votre présence. Comme je vous signalais il y a un instant, je vais proposer à François Vanson de vous accueillir sans protocole à l'occasion de cette réunion. Et puis, j'en profiterai peut-être pour lui demander justement quelques précisions sur le contenu de notre réunion, sur ce que nous allons évoquer et ce sur quoi nous échangerons ensemble. Bon, merci Jean-Charles Catteau. Nous sommes évidemment tous heureux de nous retrouver ce soir. Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous, cher public, qui avez bravé les conditions météo un peu difficiles, mais les Vosges, Frédéric, ce n'est pas encore la Sibérie. Donc je veux saluer nos invités de ce soir, c'est-à-dire Véronique Mathieu, député européen, on espère tous futurs députés. Bon, on dit comme on pense. Saluer Frédéric Lefebvre, donc député des Français établis hors de France, sa circonscription est l'Amérique du Nord, le Canada. Et en fait, Frédéric, je suis une nouvelle fois très heureux de t'accueillir dans le département des Vosges. Mais ce soir, ce n'est pas le ministre que j'accueille, l'ancien ministre que j'accueille, c'est surtout le député des Français de l'étranger, parce que nous allons revenir sur ces sujets et nous aurons l'occasion de montrer tout l'intérêt de ces nouvelles fonctions, parce que c'est la première fois que nous avons des députés français, des Français de l'étranger établis hors de France. Alors ensuite, je tiens à saluer Charles-Henri Reynard, qui est chef de projet à la CCI de l'Essonne. Et la CCI de l'Essonne a été une chambre de commerce et d'industrie qui a été très en pointe, qui a été en pointe d'ailleurs, sur les problèmes d'intelligence économique. Donc merci Charles-Henri d'être là parmi nous. Ensuite, nous saluerons un régional de l'étape, c'est-à-dire Michel Borins, qui est le PDG de la société Millplast à Saint-Étienne-du-Remiremont. On aura l'occasion de la présenter dans quelques instants. Et enfin, je vais saluer nos deux invités, alors parisiens, mais on a un régional de l'État, donc Luc Allouin, qui est PDG du cabinet Securimind, qui est en charge de tous les problèmes de sécurisation, notamment au niveau informatique et autres. Là, on est vraiment dans le dur de l'intelligence économique. Et Dominique Pourchet, qui est donc le directeur au niveau management de la société, donc qui est basé à Paris évidemment, mais Dominique a sa famille et sa maman qui habitent Vanier, et donc
Remiremont, tu connais par cœur, tu as fait tes études ici, et c'est en quelque sorte un retour aux sources. Alors je pense n'avoir oublié personne, donc je souhaite que cette réunion, après les exposés liminaires, eh bien, puisse donner lieu évidemment à un échange, parce que ce sont des sujets très importants. Voilà, alors sous le signe de l'échange, effectivement, je le rappelle et j'insiste sur cette possibilité qui vous est offerte de poser des questions directement au fil de nos échanges, plutôt à la fin de nos échanges, sur un tel ou tel de nos invités, une fois que vous en saurez un petit peu plus sur ce qu'ils ont à nous proposer ce soir. Vous avez, François Vanson, cité à plusieurs reprises le terme d'intelligence économique. Alors, il y a le mot intelligence dedans, il y a le mot économique de l'autre. Parfois, on fait l'association des deux sans trop savoir ce que ça recouvre. C'est peut-être le moment de préciser un petit peu les choses, parce que dans cette mondialisation dont nous allons parler, c'est devenu quelque chose de fondamental et de stratégique. Tout à fait. Alors, pourquoi ce thème de l'intelligence économique? Quand on regarde le contexte actuel, la France et notre économie doit faire face à un certain nombre de difficultés. Le pays est en panne de croissance. Les entreprises ont des commandes qui ne sont pas toujours aussi gonflées qu'elles le souhaiteraient. Donc nous avons à faire face déjà dans un premier temps à une crise économique. Et je crois que face à cette crise économique, eh bien, il ne faut certainement pas rajouter. C'est-à-dire que face aux pays émergents d'ailleurs, et d'autres aussi qui sont au sein de l'Union européenne, eh bien, nous avons affaire à ce que l'on appelle l'intelligence économique. Alors l'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une gestion coordonnée de l'information. Et l'information, tout le monde le sait, c'est le pouvoir. Quand on a l'information, on sait quoi faire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces informations eh bien, sont souvent spoliées, volées. Nous sommes à l'heure d'Internet, et évidemment, les supports Internet, eh bien, malheureusement, nous offrent aussi la possibilité de pénétrer au cœur de nos entreprises, au cœur de nos process, au cœur de nos savoir-faire, et au cœur aussi de nos politiques de vente, de commercialisation et de nos fichiers clients. Donc cette information, il est plus que jamais aujourd'hui utile eh bien, de la gérer, de la protéger, de ne pas se faire voler l'âme de son entreprise. À minima, si on est gentil, on dira qu'elle est régulièrement captée, pour ne pas dire capturée, voilà. Mais quelquefois avec de mauvaises intentions, on l'aura bien compris. Avec des intentions qualifiées de hostiles. Ensuite, l'intelligence économique, ça c'est le volet négatif. Et aussi l'intelligence économique, ça peut se renverser, on peut retourner la table. On peut la pratiquer. Et on peut aussi gérer, aller à la recherche d'informations. Donc nos entreprises ont aussi certains moyens pour savoir un petit peu ce qui se passe chez les concurrents dans les pays du monde. Le monde est un village. Et donc ça, c'est le deuxième volet de l'intelligence économique. Il n'y a pas qu'un volet négatif. Et enfin, je pense aussi que nous assistons à une évolution qui est tout de même très intéressante et assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, je donne des chiffres un peu au hasard, mais Lucas Loin pourra me reprendre, c'est que l'intelligence économique, c'était, il y a 10-15 ans, réservé aux grandes entreprises. C'est-à-dire, on se disait, tiens, nos entreprises ont pointe dans l'armement, par exemple, ce sont des sujets, parce que Lucas Loin était officier de marine, et donc a toute une carrière aussi dans l'enseignement. L'intelligence économique, c'était réservé, on pensait que c'était l'aérospatial, les grands groupes, etc., etc. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de translation et que ce sont maintenant des petites PME, des PME PMI, qui sont aujourd'hui totalement, je dirais, visées et qui sont confrontés aux problèmes. Et même, c'est pas forcément non plus de l'étranger, ça ne vient pas non plus forcément de l'étranger, ça peut venir aussi de votre voisin qui est installé à quelques dizaines de mètres de votre entreprise. Donc c'est un peu tout ce sujet, tout ce périmètre qui m'est apparu important d'aborder ce soir. En plus, je vais faire en guise de conclusion une petite confidence.
J'ai travaillé beaucoup sur ce dossier et ça a été pour moi passionnant parce que j'ai rencontré des gens d'exception et j'ai abordé des problématiques qui m'apparaissent aujourd'hui essentielles et très intéressantes. Merci François Vanson. Vous interviendrez bien évidemment quand vous le souhaiterez au fil de ces discussions. Pour commencer, je vais vous proposer effectivement, pour préciser un petit peu toutes ces définitions, d'aborder, face à ces défis de la concurrence que vous venez de rappeler dans le cadre de cette mondialisation, les solutions d'intelligence économique qui existent. Et si vous le voulez bien, on le fera en 2 temps. Ce sera à vocation un petit peu aussi d'information. Peut-être dans un premier temps avec une approche un peu plus globale quant à ces sujets, puis dans un deuxième temps, de manière plus précise, l'approche sous l'angle de la sécurité et de la protection des données que vous avez évoquée. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous signaler dans la salle, ne soyez pas surpris que des feuilles vont circuler parmi vous, des listes sur lesquelles vous sera proposé d'indiquer vos coordonnées si vous le souhaitez, pour pouvoir bénéficier du compte-rendu de la réunion qui pourra vous être expédié, envoyé à l'issue de la réunion. Merci d'avance de faire bon accueil, comme on le dit dans ces cas-là, à ceux qui vous tendront les documents. Donc pour commencer, pour cette approche globale quant aux solutions d'intelligence économique, je vais me tourner vers M. Charles-Henri Reynard, qui est chef de projet, comme je vous présentais tout à l'heure, M. Reynard, à la mission CCI Paris-Saclay. Dans le cadre de votre mission, vous êtes notamment à l'initiative, et c'est un peu aussi l'un des objets de votre présence, à l'initiative d'un dispositif particulièrement intéressant à destination des entreprises de votre département, l'Essonne. Voilà, je vous laisse le présenter rapidement, vous en dire quelques mots. Alors, je vais vous proposer de prendre le microfilm, on va garder celui-là pour quelques questions de la salle éventuellement. Merci pour cette introduction. Effectivement, là, on va redescendre un petit peu, on va dire, bien les pieds sur terre pour déterminer un petit peu ce qu'on entend par intelligence économique. Et comme disait François Vanson, on parle d'intelligence économique pour la maîtrise, la gestion d'informations stratégiques. Et quand on est au niveau d'une PME-PMI, quels sont, on va dire, qu'est-ce qui est concerné par cette notion d'information stratégique? Alors, la CCI de l'Essonne, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on travaille sur le domaine de l'intelligence économique. Donc, on a développé pas mal d'expériences, plus ou moins bonnes, ça dépend. En tout cas, on a le mérite d'avoir un certain background sur ce qui était intéressant pour les entreprises. Et on est fort d'un constat sur des besoins prioritaires en information. Il est clair qu'au niveau de la PME-PMI, les principaux besoins en information se situent au niveau du business. Tout ce qui est identification de clients, de marchés, connaissance des concurrents, surveillance des concurrents. Parfois, veille technologique, suivi d'informations scientifiques et technologiques, mais on s'aperçoit que quand l'entreprise est high-tech, quand elle évolue dans un domaine technologique précis, bien souvent elle arrive à bien suivre cette information. Alors que l'information business, c'est l'information qui va faire vivre, qui va faire développer l'entreprise, et tous les jours, c'est une difficulté pour beaucoup de chefs d'entreprise. Comment trouver de nouveaux clients, comment identifier de nouveaux marchés et comment surveiller qui va nous manger quand. C'est plutôt la veille concurrentielle, en l'occurrence, qui est finalement la source d'information la plus importante pour les entreprises aujourd'hui, finalement. Veille concurrentielle, information concurrentielle et information marché. C'est vrai que c'est un tout. Voilà. Mais on est vraiment sur l'information business, l'information économique. Et c'est là où on perçoit le gros besoin, la grosse difficulté des petites entreprises. Et c'est vrai qu'en France, 90% des entreprises ont moins de 20 salariés. Donc c'est bien de celles-là dont on parle pour tirer, on va dire, le développement économique du pays aujourd'hui et demain. Un besoin important aussi, c'est pas perdre de temps. Parce qu'on a toujours l'image du patron de PME qui a la tête dans le guidon et qui ne doit pas perdre de temps à chercher une information, à ne pas savoir où elle se trouve et à passer des heures et des heures sur Internet. La contrainte aussi de la PME-PMI, c'est souvent des moyens financiers qui sont limités, contraints, mais également de la ressource humaine qu'elle ne peut pas mettre à 100% sur une tâche dédiée à l'intelligence économique. Et aussi un point très important, c'est être en mesure de bien mesurer l'impact de toute action d'intelligence économique et à court terme. C'est-à-dire que plus
on va concerner, on va dire, des projets opérationnels forts. Donc dès lors qu'on va toucher le business, l'entreprise va s'investir plus facilement dans une démarche d'intelligence économique. Alors, fort de ces constats, et pour faire profiter des chances de la mondialisation, on a déployé deux dispositifs que vous voyez à l'écran, qui sont très opérationnels. Le premier consiste à aider la PME à capter l'information stratégique où qu'elle soit, sur n'importe quel marché, partout dans le monde. Donc il s'agit d'aider l'entreprise à bien identifier ses besoins, à collecter de l'information opérationnelle à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fournir des rapports de 30 pages à une entreprise, sachant qu'elle ne les lira pas. Il faut que cette information qu'elle va capter puisse tout de suite alimenter, qu'elle soit profitable rapidement. Profitable, et va surtout alimenter son processus de décision. Voilà. L'information pour quoi faire, pour prendre des décisions au quotidien. Donc là, c'est ce que vous avez baptisé la cellule de veille et renseignement économique. Voilà, tout à fait. Alors vous voyez que il y a notion de veille, mais également renseignement économique. Alors, beaucoup encore en France n'osent pas utiliser le terme de renseignement économique, c'est galvaudé, ça fait militaire, etc. C'est un côté espion quand même, quelque part, quand on l'écrit comme ça. C'est pas un côté espion, c'est vraiment derrière le mot renseignement, il faut entendre le terme de valeur ajoutée. Le côté opérationnel de l'information. Ça ne sert à rien d'aller chercher de l'information si elle n'est pas exploitable, si on ne lui a pas donné du sens, si on ne l'a pas vérifiée, si on ne l'a pas recoupée. Si elle n'est pas utilisable, ça ne sert à rien. Et la notion de renseignement économique, eh bien là, c'est rendre opérationnelle l'information qu'on va dénicher. Voilà. Par contre, on est bien dans une démarche légale. On ne sort pas du champ de la légalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas espionner, on ne va pas aller chercher l'information sur la contrainte. Ça méritait d'être précisé, parce que l'amalgame peut parfois être fait. Donc ça, c'est votre premier dispositif, et vous en avez un autre, je le lis pour ceux qui sont au fond de la salle, la cellule de sécurité économique. Alors, vous faites une nuance entre ces deux fonctions. Voilà. Alors, tout ça, c'est du marketing. Mais au quotidien, on ne peut pas séparer le renseignement économique de la sécurité économique. Par contre, il est important de souligner la nécessité de protéger son business au quotidien. Comme l'a indiqué François Vanson tout à l'heure, l'information peut être captée par des actes de malveillance, elle peut être diffusée en dehors de l'entreprise sans qu'on s'en aperçoive et profiter à nos concurrents. Et donc là, on a bâti en 2006 un dispositif qui aide les entreprises à mieux protéger leurs informations, à protéger le business et à le consolider. Donc d'un côté, il y a c'est faciliter l'accès, enfin profiter des chances qu'offre la mondialisation. Et en même temps, ici, ce dispositif répond tout à fait à la notion de risque de la mondialisation. C'est bien, mais en même temps, il faut procéder en faisant face aux risques, en identifiant les risques, sachant que le risque zéro n'existe pas, mais il faut bien l'évaluer. Donc c'est un dispositif qui est là pour aider l'entreprise à identifier ses vulnérabilités. En fait, c'est des trous dans la muraille de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des trous dans la muraille qui font que mes richesses, mes informations sensibles s'évaporent, partent dans la nature? Peuvent être captées là aussi, peuvent être captées à mes dépens. Tout à fait. Le but aussi, c'est de rapidement trouver des recommandations, des axes d'amélioration, sachant que, on va dire, environ 80% on va dire des problèmes, des vulnérabilités, relèvent de la logique et du bon sens. C'est-à-dire que les recommandations derrière, c'est avant tout un changement de comportement, de changement d'habitude, et le reste, effectivement, ça va être des solutions techniques, des solutions d'experts. Et derrière cela aussi, il y a une notion de sensibilisation, c'est-à-dire que la sécurité économique, c'est aussi avant tout l'affaire de toute l'entreprise, de tous les collaborateurs, et il faut passer par une bonne sensibilisation des enjeux, des risques, mais également des solutions. On doit arriver à acquérir certains réflexes défensifs, on va dire. Tout à fait. De discrétion et de défense dans les comportements. Alors si vous permettez, évidemment, vous intervenez pour le compte d'entreprises et de PME qu'on peut imaginer sensibles. Vous intervenez dans l'Essonne, en Île-de-France, donc on peut, voilà, avec la proximité de Paris, d'un certain nombre de grands groupes, etc., imaginer qu'il y a une acuité particulière. Mais concrètement, en quoi ça pourrait intéresser ce type de dispositif une entreprise lorraine, vosgienne, sur ces mêmes aspects? Est-ce que l'enjeu est le même? L'enjeu est tout à fait le même, qu'on soit
tout petit, moyen ou gros, tout le monde est concerné. C'est pas parce qu'on est tout petit qu'on n'intéresse pas des concurrents. Parfois on les dérange. On a des pépites dans toutes les entreprises. Des créateurs d'entreprises sont également concernés. Donc quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, c'est le même combat. Vous nous avez proposé, j'en profite pour commenter une de vos diapos, vous nous avez proposé quelques petits retours d'expérience. Vous citez ici des PME qui sont concernées par votre mission. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple ou deux, comme ça, à titre d'information, pour essayer de s'identifier à ce type d'entreprise? Alors, effectivement, vous avez un petit portefeuille de PME, de différents secteurs d'activité, de différentes tailles. Alors, j'ai mis ici un certain nombre de success stories. Alors, forcément, j'ai pris les meilleurs. D'un point de vue communication, quand même, c'est plus intéressant, mais c'est intéressant de voir qu'à partir du moment où on investit un petit peu dans l'information, les retombées peuvent être énormes. C'est-à-dire, quand on parle de retour sur investissement, là, on est clairement sur des cas de mission de renseignement économique. Là, on a passé un petit peu de temps, les entreprises ont sorti quelques centaines d'euros, mais clairement, l'objectif ici, c'était d'être plus compétitif sur les marchés. Je vais prendre le premier cas, c'est une PME dans le domaine des télécoms, une quinzaine de personnes, et l'entreprise répond à des appels d'offres qui sont soumis à caution. C'est-à-dire que si jamais on est retenu, eh bien, il faut avant tout verser une caution avant de toucher le business. Et donc, si on surveille un peu mieux ses concurrents, et notamment la santé financière des concurrents, on peut vite déterminer quel concurrent va être en mesure de satisfaire. En mesure de répondre à l'appel d'offres déjà. Donc il y a eu une mission d'intelligence concurrentielle sur 3 concurrents et on s'est aperçu qu'il n'y en avait qu'un seul qui était en mesure de répondre à l'appel d'offres. Et en parallèle, on a fait une surveillance d'appel d'offres. Alors pas une surveillance automatisée, en mettant une alerte sur le BOAMP, mais en faisant une analyse de tous les appels d'offres qu'on envoyait ensuite à l'entreprise, ce qui fait que quand l'entreprise, la PME, recevait nos alertes, elle savait qu'elle devait rapidement lire l'avis d'appel d'offres et vite se positionner. Et les 2 missions couplées ont permis à l'entreprise d'avoir une réponse particulièrement compétitive parce qu'elle a adapté sa réponse au concurrent qui était le seul à pouvoir répondre à l'appel d'offres. Donc elle connaissait, on va dire, sa santé financière, elle avait une bonne connaissance de son positionnement technologique et tarifaire, et elle a remporté quelques millions d'euros. Quand on est 15 personnes et qu'on récupère des marchés à hauteur de 15 millions d'euros, ça donne un petit peu d'oxygène pour quelques temps. Également, je vous parlais tout à l'heure, on va dire, des créateurs d'entreprises. Vous voyez le cas de la start-up. Donc on est effectivement dans une start-up high-tech et elle devait passer une soutenance devant des business angels pour lever des fonds et il lui manquait, on va dire, de l'information sur son positionnement concurrentiel, notamment vis-à-vis d'un concurrent américain. Et donc on est allé chercher de l'information sur le positionnement technologique et tarifaire. Et pendant la soutenance, quand les investisseurs l'ont titillé un petit peu, parce qu'eux, ils savaient qu'il avait un concurrent américain, il a donné les informations précises, et clairement, ils ne se sont pas étendus sur le sujet, et il a levé 200 000 euros, conformément à ce qu'il en attendait. Vous avez aussi un autre cas pour finir, la petite PME d'une personne dans le négoce alimentaire. Elle a été contactée un jour par une entreprise turque, qui lui dit, écoutez, j'ai repéré vos produits que vous fabriquez, que vous commercialisez, moi ça m'intéresse, je vous propose de nouer un partenariat et je vous ouvre le marché turc. Et quand on est tout seul, on se dit, super, le marché international s'ouvre à moi, quelle aubaine. Alors on l'avait accompagné en sécurité économique auparavant et s'est dit, je ne le connais pas, lui, je ne sais pas d'où il sort. Réflexe, il fait appel à vous. Réflexe parce qu'on l'avait accompagné, du coup, la personne a dit, heureusement, on m'avait accompagné quelques mois auparavant, parce que sinon, j'aurais pu me faire avoir. On a fait une mission de renseignement sur cette société turque. En fait, il s'agissait d'un Allemand qui avait fait le cas, qui avait été expulsé une fois de Turquie, qui avait quelques cas de banqueroute à son actif. Et donc rapidement... Il y avait un vrai escroc derrière. En fait, c'était un escroc. Voilà. Vous avez évité quelques malversations, enfin vous avez quelques déconvenues on a évité que cette petite entreprise, elle aurait pu se retrouver à genoux et disparaître du jour au lendemain. Juste pour terminer, M. Renard, vous pourrez intervenir à d'autres moments si vous le souhaitez, mais vous nous signaliez en préparant cette réunion que la DRCI a établi une sorte de palmarès et de statistiques en Ile-de-France par rapport aux menaces de tous ordres, comme celles que vous venez
d'illustrer, qui pèsent sur les entreprises, et il y a quelquefois des choses très surprenantes. Alors je vous laisse nous donner un exemple ou deux. Oui, alors voilà, c'est la diapo qui s'affiche. Donc la direction centrale du renseignement intérieur tient un observatoire des actes de malveillance en France. Donc quand elle indique que 8000 entreprises en France qui ont été atteintes, ce sont les entreprises qui ont déclaré au service de l'État qu'elles ont subi un acte de malveillance. Donc il y a toutes celles qui ne le déclarent pas et toutes celles qui ne le savent même pas qu'elles ont subi un acte de malveillance. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement quels sont les modes opératoires qui sont utilisés par parfois les concurrents ou des escrocs ou par des acteurs de l'économie souterraine. Alors bien évidemment, le risque informatique apparaît en premier avec 25% des cas d'atteinte en Île-de-France uniquement, et c'est essentiellement lié au vol de matériel informatique, et notamment tout ce qui est PC portable, les smartphones. Qui disparaissent dans les gares et les aéroports parfois. Qui disparaissent, qu'on oublie parfois, mais également qui disparaissent dans les entreprises, ou effectivement dans les transports en commun ou dans les hôtels. Le piratage également des serveurs de messagerie, les réseaux des entreprises. Les atteintes physiques sur site, c'est quand une entreprise se fait cambrioler, donc on force l'entreprise pour venir dérober, ça peut être des échantillons, ça peut être de l'information, ça peut être des ordinateurs. L'atteinte au savoir-faire, c'est quand une entreprise se fait piller de l'information sensible, sans forcément par extraction, mais ça peut être en dérobant un document, en photographiant un écran d'ordinateur, en écoutant des conversations. Alors ce qui est intéressant aussi, et j'insiste toujours dessus, c'est les intrusions consenties. Une intrusion consentie, en fait, c'est quand une personne... Ça paraît pas compatible déjà comme ça. Oui, voilà, on sent qu'il y a un problème derrière. En fait, une personne se présente, par exemple, à l'accueil d'une entreprise et indique avoir rendez-vous avec le directeur commercial. On la laisse entrer, on dit écoutez, très bien, vous allez au fond du couloir à gauche, et la personne en fait va au fond du couloir, mais à droite, par exemple, dans une zone de R&D, une zone particulièrement sensible. Donc on a laissé rentrer une personne sans vérifier son identité, sans même vérifier si elle était vraiment attendue, et est-ce qu'on l'a accompagnée pour savoir si elle va bien à l'endroit attendu. Voilà. Donc ça, ce sont les intrusions consenties. Vous voyez, c'est quand même 12,5% des cas de malveillance. C'est énorme. C'est pas neutre. Donc 12,5%, on va dire, des entreprises qui ont subi un acte, on va dire, de pillage d'informations, de captation d'informations, l'ont fait sciemment. Voilà. Donc il y a des choses à faire. Et j'insisterai aussi sur le dernier point, risque financier. Je vais juste vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 15 jours. On accompagne une entreprise d'une centaine de personnes, une filiale d'un groupe allemand, et elle a subi une escroquerie financière. C'est-à-dire que la comptable a reçu un mail lui demandant de verser 580 000 € sur un compte chypriote. Et le mail était tellement bien fait, parce que le message venait du PDG allemand, affaire suivie par son avocat. Il y avait des petits détails qui a fait que la comptable était en confiance. Était en confiance, et en plus dans le mail, il était indiqué surtout le gérant de l'entreprise en Essonne ne doit pas être au courant. Tout était crédible, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que tout était bien préparé pour faire en sorte que le maillon faible, en fait, dans la chaîne de sécurité, tombe dans le panneau. Heureusement, sur le compte en banque, il n'y avait que 200 000 €. Et heureusement, parce que la gérante s'en est aperçue 9 jours après, quand l'expert comptable est venu faire un point hebdomadaire des comptes, elle s'en est aperçue et elle a pu récupérer l'argent qui était encore sur le compte bancaire à Chypre. Donc le service des fraudes de la banque française a agi, et heureusement l'argent y était toujours, mais c'est très rare, c'est très très rare. Et ça, quand on pose la question à la DCRI, parce que j'ai contacté la DCRI pour leur dire, bon, en plus là, ils reçoivent des mails d'Interpol, tout ça, donc ils sont complètement paniqués, et la DCRI m'a dit, mais il y en a tellement des cas comme ça qu'on n'est même plus capable d'intervenir pour essayer d'identifier qui il y a derrière. Ça veut dire qu'il y en a énormément, et tout le monde peut être touché par ce type d'escroquerie. Des petits, on va peut-être vous demander que 10 ou 50 000 €, et les très gros, c'est même plusieurs millions d'euros des fois, on leur demande. Donc sans être parano, mieux vaut pratiquer la méfiance totale sur ce type
de sollicitations qui peuvent paraître d'une façon ou d'une autre un petit peu bizarres, quoi, on va dire. Il faut s'y préparer et sensibiliser l'ensemble de l'entreprise, parce que moi j'avais sensibilisé les 6 membres du CODIR, et le CODIR n'avait pas eu le temps de prêcher la bonne parole, et la comptable n'avait pas été touchée par cette sensibilisation. Et on l'a utilisée. Merci Monsieur Reynard pour ces rappels, pour ces informations très bien illustrées, très précises. Hein, ça nous donne l'occasion de toucher du doigt tous ces aspects liés à l'intelligence économique. Comme je vous le proposais tout à l'heure, on va rentrer un petit peu plus en détail sur les aspects sous l'angle sécurité, protection des données, que vous avez déjà évoqué. Et pour ce faire, je vais me tourner vers messieurs Allouin et Pourchet, que je laisserai s'exprimer librement sur ce sujet, puisque c'est votre métier, messieurs. Vous allez nous en dire un petit peu plus, vous qui dirigez la société SecuriMind. Donc on vient de le voir, le cœur de l'intelligence économique, c'est vraiment de disposer d'informations sensibles dans un premier temps, hein, et puis effectivement d'éviter un certain nombre de menaces. Alors vous allez nous expliquer tout ça par le menu, si je puis dire. Comment est-ce que vous pratiquez? Quelles sont les prestations, les mesures que vous prenez pour votre compte et le compte de vos clients, j'imagine? Monsieur Allouin, pour commencer. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais juste dire un grand merci à François Vincent, parce que, à force, je dirais, d'écumer les couloirs de l'Assemblée en disant que les Vosges, sa vie, qu'il y a plein de choses à faire et qu'il y a plein de gens super intéressants, il n'a même pas eu besoin de me convaincre d'ailleurs, de venir ici ce soir et d'avoir le plaisir de vous rencontrer et j'espère de vous faire partager un petit peu notre expérience. Pour commencer, je voudrais, c'est pas dans mes habitudes, je voudrais vous parler de moi 2 secondes parce que je pense que ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on le fait. Moi, j'ai fait un parcours d'officier supérieur de marine au sein des forces spéciales, donc j'ai beaucoup travaillé à l'étranger sur un certain nombre de théâtres d'opérations. Ça dans une première partie de carrière. Dans une deuxième partie de carrière, j'ai essentiellement assisté des décideurs politiques et militaires sur des problématiques complexes de contre-ingérence et de lutte contre les menaces asymétriques. Donc pour résumer mon parcours, je pourrais dire, mais de façon très modeste, que finalement j'ai eu